À 2h47 du matin, un coup de feu brisa le silence de Ouagadou. Les rues étaient en déserte et Ibrahim Traoré se trouvait dans sa chambre privée, prêt à affronter ce qui semblait être une attaque. Son chef de sécurité entra précipitamment, le visage tendu, l'arme prête. Monsieur le Président, des assaillants ont pénétré par la porte nord. Traoré, sans un mouvement de panique, posa calmement sa veste militaire. Il savait que cette attaque n'était pas simplement le fruit d'une rébellion, mais d'une trahison interne soigneusement orchestrée. Les soldats se regroupaient, mais la situation était critique. En cet instant précis, un choix crucial se posait: s'échapper ou tenir bon. Et si cette nuit-là, ce n'était pas simplement sa survie qui était en jeu, mais l'avenir même de la nation. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, savait que cette attaque n'était pas simplement une tentative d'assassinat. Elle faisait partie d'un complot bien plus vaste, un coup d'État orchestré par des ennemis proches. Dans sa chambre, il se préparait non seulement à se défendre, mais à protéger l'intégrité de son pays, un pays fragile, en proie à de nombreuses tensions internes. Les insurgés, à la tête de soldats loyaux mais corrompus, s'approchaient rapidement, convaincus que cette nuit serait la fin de Traoré. Mais le président avait un autre plan. Il savait qu'en défendant sa vie, il défendrait aussi l'avenir du Burkina Faso. Il ne s'agissait pas seulement de sa survie personnelle, mais de la stabilité de la nation, de l'héritage de son peuple. Mais dans cette situation extrême, jusqu'où irait-il pour protéger la souveraineté du Burkina Faso? L'enjeu n'a jamais été aussi élevé pour Traoré. Comment cette nuit allait-elle façonner l'avenir du pays? À 3h15 du matin, le plan des insurgés semblait infaillible. La trahison était bien en place. Traoré savait que ses ennemis internes avaient déjà infiltré l'armée et qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait d'une part renversé son régime. Dans les rues sombres de Ouagadou, les mercenaires se rapprochaient du palais présidentiel, prêts à exécuter leur mission. Leur objectif était clair: éliminer Traoré et installer un dirigeant fantoche. Cependant, ce que les conspirateurs n'avaient pas anticipé, c'était la résistance inattendue du peuple. Alors que les assaillants resserraient leur prise autour du complexe présidentiel, une vague de civils commença à se former. Des centaines, puis des milliers de personnes issues de tous les horizons, sans armes, mais animées d'un but commun, se rassemblèrent autour du palais, formant une barrière humaine. Ce n'était plus seulement une attaque contre un homme, mais une lutte pour la survie de la nation. Ibrahim Traoré comprit alors que la situation venait de changer. Il n'était plus seul dans cette bataille. La loyauté de son peuple, qui se dressait sans hésiter face à l'ennemi, allait bouleverser le cours de la nuit. Pour Traoré, il n'était plus question de simplement résister. C'était un combat pour l'avenir du Burkina Faso, un combat où la force du peuple allait déterminer l'issue. Les insurgés, pris de court par cette mobilisation populaire, n'étaient pas préparés à ce genre de résistance. Le plan de renversement semblait désormais incertain. La question était maintenant de savoir si cette impulsion populaire suffirait à renverser la donne. La scène à l'extérieur du palais présidentiel devenait de plus en plus chaotique. Les insurgés, qui s'étaient initialement sentis maîtres du terrain, étaient désormais face à une résistance imprévisible. Le peuple, sans aucune préparation militaire, se battait avec une force inouïe, déterminé à protéger ce qu'ils considéraient comme leur pays. Les civils formaient une ligne de défense inébranlable, se tenant côte à côte avec une volonté commune. À l'intérieur du complexe, Ibrahim Traoré observait la scène à travers les écrans de surveillance, impressionné par la détermination de son peuple. Il savait que cette mobilisation ne signifiait pas seulement une résistance physique, mais une prise de pouvoir symbolique. Le peuple venait de prouver qu'il n'était pas un simple spectateur, mais un acteur clé de ce combat pour la survie de la nation. Traoré, bien qu'ayant pris une position ferme dès le début, avait désormais une nouvelle compréhension de la situation.
Ce n'était plus seulement une question de militaires et de complots. Ce n'était plus une bataille entre des soldats loyaux et des assaillants. C'était une guerre pour l'âme même du pays, un combat dont l'issue dépendrait de la cohésion de son peuple. La question qui restait désormais en suspens, Ibrahim Traoré allait-il risquer tout ce qu'il avait pour permettre à cette résistance populaire de jouer un rôle crucial dans l'issue de la nuit? Les premières fissures dans l'attaque des insurgés étaient déjà visibles. Les civils, plus nombreux que jamais, faisaient pencher la balance. L'attaque des insurgés avait été soigneusement planifiée. Chaque mouvement, chaque geste avait été anticipé. Mais une variable échappait à leur contrôle, l'unité du peuple burkinabé. Alors que les assaillants resserraient leur emprise autour du palais présidentiel, un groupe de civils se forma spontanément se dirigeant vers la ligne de front. Ces hommes, femmes et enfants n'étaient ni soldats ni mercenaires, mais des citoyens ordinaires prêts à risquer leur vie pour protéger leur pays. Le visage de la situation changea en un instant. Les insurgés, initialement confiants, étaient désormais déstabilisés par la marée humaine qui se déversait dans les rues. Ils n'avaient pas prévu que la résistance à l'intérieur du palais serait renforcée par une vague de civils non armés mais déterminés. Les soldats fidèles à Traoré, voyant la réaction du peuple, renforcèrent leur position, mais les insurgés continuaient à avancer. Pourtant, ce que les attaquants ne comprenaient pas, c'est que leur stratégie de terreur basée sur la peur et l'intimidation échouait face à un peuple uni. Les premiers tirs en l'air destinés à disperser la foule n'avaient eu aucun effet. Les citoyens, loin de se disperser, s'étaient regroupés. Ils tenaient fermement leur position, déterminés à ne pas céder. À l'intérieur du palais, la situation était tendue, mais Traoré restait calme. Il savait que la clé de cette bataille résidait dans l'esprit de résistance que son peuple avait démontré. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le plan des insurgés commença à se fissurer. Une partie des militaires fidèles à Traoré, stationnés dans la périphérie de la ville, recevait des renforts. Ces unités, dispersées à travers le pays, furent envoyées en urgence. Leur déplacement était rapide, coordonné à l'aide de canaux sécurisés, et ils arrivèrent sur les lieux en un temps record. Cette réponse rapide changea la donne. Les insurgés, qui comptaient sur une victoire rapide, se retrouvaient maintenant pris au piège. Le nombre de résistants augmentait à mesure que de nouveaux groupes de civils se joignaient à la lutte. Mais ce qui mettait les insurgés dans une position délicate, c'était l'imprévisibilité de la situation. Le chaos, la confusion et la solidarité inattendue du peuple avaient renversé la dynamique. Les mercenaires, pensant que leur force militaire suffisait, étaient désormais confrontés à une foule de citoyens qui se battaient pour leur futur. Le chef de sécurité de Traoré, voyant la tournure des événements, commença à établir une communication directe avec les forces loyales. Le président savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre cette guerre. La résistance populaire, plus forte que jamais, devenait une arme redoutable. Mais la bataille n'était pas encore gagnée. Le président avait un seul choix: riposter immédiatement et permettre à cette résistance de s'organiser pour reprendre le contrôle. La guerre pour la survie du Burkina Faso venait de commencer et Traoré était prêt à tout sacrifier pour la sauver. Le destin du pays allait se jouer dans les prochaines heures. La nuit de Ouagadougou, bien que marquée par des événements chaotiques, a aussi été une nuit de révélations chiffrées, des données qui, après coup, ont révélé l'étendue de l'organisation du peuple et l'efficacité de sa mobilisation. Lorsque les premiers renforts militaires arrivèrent à la périphérie de Ouagadougou, la situation semblait presque inversée. Les insurgés, qui s'étaient initialement préparés à une prise rapide du pouvoir, se retrouvaient dès maintenant face à un peuple soudé, résistant de manière imprévisible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 2000 appels avaient été passés dans les 30 premières minutes de l'attaque.
un réseau de communication improvisé qui s'est rapidement mis en place pour coordonner la résistance. Les données des communications internes ont montré que cette mobilisation était en grande partie responsable de la rapidité de la réaction du peuple et de l'armée loyale. Il ne s'agissait pas seulement de la résistance d'un groupe organisé, mais d'une vague de citoyens qui, sans ordre direct, ont réagi à une situation de crise, formant des chaînes de solidarité qui ont empêché les insurgés d'atteindre leur objectif. La rapidité de la mobilisation est également apparue dans les rapports militaires. Les unités stationnées à plus de 60 km ont quitté leur base en un temps record, avec une efficacité qui n'était pas prévue dans le plan des assaillants. En moins de 40 minutes, ces renforts étaient prêts à engager le combat, une réponse rapide qui a déstabilisé l'ennemi. Le facteur de temps a été essentiel dans la modification de l'équilibre des forces. Les premiers renforts sont arrivés alors que les insurgés avaient déjà sous-estimé la résistance populaire. Dans les premières heures, les insurgés pensaient que leur victoire était garantie, mais l'élément humain, la solidarité du peuple burkinabé, a inversé cette dynamique. Les insurgés se retrouvaient dans une position d'incertitude, leur plan bien orchestré s'effondrant sous la pression de la foule. Les chiffres du marché boursier régional, bien qu'indirectement liés à la situation, ont également révélé des conséquences immédiates des dégâts de l'attaque. En moins d'une heure, après les premiers coups de feu, l'indice boursier a chuté de 9%. Cette chute a été suivie par un gel temporaire de nouveaux investissements dans la région. Les investisseurs étrangers ont réagi brusquement, incertains de l'issue de cette crise. La situation à Ouagadougou a pris une autre tournure avec l'arrivée des renforts. Non seulement ces unités ont apporté des renforts militaires, mais elles ont aussi créé une nouvelle dynamique, une percée décisive qui a commencé à briser la ligne de défense des insurgés. La réactivité et la rapidité des renforts ont été des éléments clés dans le retournement de la situation. En moins de 24 heures, la rébellion avait perdu l'avantage. Les unités loyales, aidées par la population, ont réussi à déloger les insurgés de plusieurs positions stratégiques, transformant ainsi un siège en une reconquête. Les insurgés, eux, n'avaient jamais imaginé une telle réaction, une telle force de résistance, ni le rôle crucial que la mobilisation populaire allait déjouer dans la sauvegarde du pays. À l'intérieur du palais présidentiel, la tension était palpable. Les insurgés, qui avaient fait preuve d'une grande confiance dans leur plan, se retrouvaient soudainement à devoir affronter non seulement une résistance populaire inattendue, mais aussi l'arrivée de renforts militaires loyaux. Cependant, malgré la tournure surprenante des événements, il y avait deux arguments opposés concernant l'intervention du peuple et des soldats fidèles. Le premier argument, défendu par certains observateurs, était que la réaction populaire n'était qu'une réponse émotionnelle, une réaction de peur face à la violence, et non un acte stratégique réfléchi. Selon eux, l'efficacité de cette mobilisation n'était qu'une coïncidence, un événement de pure chance, qui ne pouvait pas, à long terme, inverser l'ordre des choses. Ces voix affirmaient que l'armée restait la clé pour maintenir l'ordre et qu'une telle situation ne se reproduirait pas, car elle relevait de l'exception. Cependant, la contre-argumentation se base sur un point essentiel. La réactivité du peuple n'a pas seulement permis de ralentir l'avancée des insurgés, elle a aussi permis de créer une ligne de communication directe et rapide entre les citoyens et les forces loyales. Cette organisation improvisée a démontré la force d'une nation unie. Les renforts militaires, arrivés en un temps record, ont renforcé cette position stratégique, mais sans l'implication de la population, ces troupes auraient été incapables de perturber l'équilibre des forces.
De plus, cette résistance populaire n'a pas été simplement un cri de désespoir, mais un acte de foi en un avenir commun. Les citoyens se sont unis sans chef visible, motivés par la défense d'une nation qu'ils considéraient comme la leur. La confiance dans le président Traoré, malgré les manœuvres des conspirateurs, a joué un rôle fondamental dans cette mobilisation. Il devient donc évident que ce n'est pas seulement l'armée ou le président Traoré qui ont sauvé la situation, mais une combinaison des deux. La réponse rapide et déterminée des citoyens et l'appui stratégique des militaires loyaux ont permis de contrer le coup d'État. À cette heure, la question n'était plus de savoir qui avait le contrôle militaire, mais plutôt de quelle manière le peuple allait maintenant jouer un rôle central dans la reconstruction du pays après cette épreuve. Alors que les insurgés se retrouvaient acculés, une vérité frappante commença à émerger. La victoire ne résidait pas dans les armes, mais dans la cohésion du peuple. Ibrahim Traoré, qui avait vu son pays plongé dans une crise sans précédent, comprit à cet instant que cette résistance populaire allait devenir l'épine dorsale de la reconstruction du Burkina Faso. Ce n'était plus seulement une bataille pour sa survie, mais une lutte pour l'avenir de la nation. Là où les assaillants pensaient que la peur et la violence suffiraient à briser l'unité nationale, ils furent confrontés à une détermination inattendue. Les civils, armés de leurs seuls outils et de leur volonté, avaient fait tomber la première barrière du coup d'État. Mais le véritable tournant se produisit lorsque les unités militaires fidèles arrivèrent sur place. Leur arrivée changea radicalement le rapport de force. Les insurgés, qui pensaient avoir le contrôle, se virent désormais encerclés par une coalition improbable. Le peuple et l'armée unis dans un même but. Ce n'était plus une simple résistance, mais un soulèvement, une action collective imprévisible. La bataille était loin d'être gagnée, mais l'issue venait de prendre un tournant décisif. Les insurgés, désormais pris dans une guerre qu'ils n'avaient pas anticipée, commencèrent à perdre pied. Le peuple burkinabé, qui s'était levé sans armes, mais avec une foi inébranlable, avait démontré qu'il ne pouvait être ignoré. À chaque coin de rue, des groupes de civils se battaient aux côtés des soldats loyaux, formant une ligne de défense imparable. Les mercenaires, pris de court par la force de cette mobilisation populaire, hésitaient. Chaque tir qu'ils lançaient en l'air pour disperser la foule ne faisait qu'accentuer la détermination des manifestants. À l'intérieur du palais, Ibrahim Traoré observa la situation avec une froide lucidité. Il savait que, même si la situation paraissait sous contrôle, chaque minute de résistance faisait naître de nouvelles complications. Le peuple, certes plus nombreux, n'avait pas l'expérience militaire nécessaire pour résister indéfiniment aux assauts bien coordonnés des insurgés. Pourtant, la montée en puissance de la résistance civile apporta un changement dans la psychologie des assaillants. La pression exercée par les civils et la rapidité des renforts militaires ont contraint les insurgés à revoir leur stratégie. Les attaques, au départ bien coordonnées, commencèrent à se désorganiser. Les renforts militaires, arrivant à une vitesse impressionnante, sont venus soutenir la résistance, renversant complètement le rapport de force. Ces soldats étaient bien formés et avaient l'expérience de la guerre, mais ce qui avait changé la donne, c'était l'intervention spontanée du peuple. Les premières heures de l'attaque ont montré une dynamique où l'armée seule semblait incapable de faire face à une telle poussée populaire. Cependant, avec l'ajout des renforts et la coordination des civils, l'issue semblait de plus en plus claire. La défaite des insurgés était désormais une possibilité bien réelle. Le retour des renforts a non seulement donné une nouvelle impulsion aux défenseurs, mais a aussi permis de renforcer les positions stratégiques du gouvernement. Traoré, qui avait compris l'importance de ne jamais abandonner, se tenait ferme.
Le plan initial des insurgés semblait avoir été renversé par une simple idée. La nation ne cède pas à la peur. Les conséquences de cette résistance, bien que difficiles à mesurer sur le terrain, étaient évidentes. La confiance des citoyens dans leur président avait été renforcée et plus encore, la capacité du peuple à se défendre activement avait été prouvée. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de survie pour Ibrahim Traoré, mais aussi d'un test pour la nation dans son ensemble. Le Burkina Faso venait de démontrer une résilience que le monde n'avait pas anticipée, et l'impact de cette mobilisation se ferait sentir bien au-delà de ses frontières. À court terme, la situation au Burkina Faso restait volatile. Bien que la rébellion ait été largement contenue, les prochains mois seraient cruciaux pour déterminer si la nation pouvait réellement sortir de cette crise. Trois scénarios se dessinaient pour l'avenir du pays, chacun avec ses propres implications. Un premier scénario se dessine, celui d'une stabilisation progressive qui semble le plus probable. Après avoir repoussé l'attaque, le gouvernement d'Ibrahim Traoré pourrait se concentrer sur la reconstruction des institutions et la réorganisation de l'armée. Avec le soutien des civils et de l'armée loyale, les premières réformes administratives pourraient être mises en place, renforçant ainsi la gouvernance démocratique. Cependant, ce processus pourrait prendre du temps. Les tensions internes demeureraient élevées et les anciennes factions pourraient encore résister à tout changement. De plus, la communauté internationale pourrait offrir un soutien en termes d'aide financière et de réformes, mais cela nécessiterait des garanties solides sur la transparence du gouvernement. Un deuxième scénario envisage plutôt un blocage institutionnel, alors que la fervente mobilisation populaire pourrait maintenir la pression sur les dirigeants, les institutions traditionnelles pourraient résister au changement. Des tensions émergeraient entre les civils mobilisés et les élites politiques qui pourraient de retarder ou même bloquer les réformes. L'armée pourrait, dans ce cas, prendre le rôle d'un arbitre, mais cela risquerait de mener à un statu quo politique. Si l'armée reprenait trop de pouvoir, cela pourrait déclencher de nouvelles insurrections internes et une instabilité prolongée. Un troisième scénario serait celui d'une résurgence des réseaux souterrains. Certains éléments du gouvernement déstabilisés ou des factions internes pourraient essayer de renverser Traoré en cherchant à reprendre les contacts avec des soutiens extérieurs. Des campagnes de désinformation pourraient miner la confiance populaire et des divisions internes au sein de l'armée pourraient raviver les tensions. Bien que ce scénario soit peu probable dans l'immédiat, il reste une possibilité inquiétante si les réformes échouent ou si la pression populaire se dissipe. Dans tous ces scénarios, la vigilance constante du peuple et la nécessité de maintenir l'unité nationale seront des éléments essentiels pour l'avenir du Burkina Faso. L'attaque et la résistance du peuple burkinabé n'ont pas seulement eu un impact sur le gouvernement de Traoré, mais ont également marqué un tournant pour l'ensemble du continent africain. Ce qui s'est passé cette nuit-là à Ouagadougou a montré que même dans les moments les plus sombres, le pouvoir du peuple ne doit jamais être sous-estimé. Pour les jeunes générations de la région, cet événement pourrait servir de modèle de résistance face à l'oppression. Mais la question reste, comment ce soulèvement populaire pourrait-il inspirer des actions concrètes pour un avenir plus juste et plus démocratique? Les images des citoyens se battant aux côtés de leurs leaders pour sauver leur pays ne sont pas seulement celles d'un événement historique, mais un appel à une participation active dans la gouvernance de leur nation. Cela doit être le point de départ pour des réformes politiques profondes. L'un des enseignements clés de cette résistance est la nécessité de renforcer la participation citoyenne dans la prise de décision. Le peuple burkinabé a prouvé que sa voix comptait même face à des forces militaires supérieures. Il est impératif que cette énergie ne soit pas éteinte par la peur ou l'incertitude,
mais qu'elle soit canalisée pour un avenir démocratique où les citoyens jouent un rôle central dans la vie politique de leur pays. Pour vous, spectateurs de cette histoire, il est désormais plus que jamais temps de vous engager. Comment pouvez-vous, en tant qu'individu, influencer le changement dans vos propres sociétés? Pour le Burkina Faso, les prochaines étapes seront cruciales. Après avoir repoussé l'attaque, il est essentiel que le gouvernement de Traoré travaille à renforcer la confiance du peuple et à stabiliser le pays. Voici quelques actions possibles pour garantir un avenir stable et transparent. Pour commencer, une réforme de la transparence dans les affaires publiques est nécessaire. Les citoyens doivent avoir accès aux informations budgétaires et aux décisions politiques. Cela pourrait commencer par la publication des budgets nationaux et des dépenses publiques en temps réel. Un gouvernement transparent est une condition préalable pour instaurer la confiance et éviter les pratiques corrompues qui ont marqué la période pré-coup d'État. Ensuite, il serait crucial de réorganiser l'armée en profondeur. La séparation des pouvoirs entre les forces armées et les autorités civiles pourrait être renforcée pour éviter la concentration excessive de pouvoirs militaires. Un programme de formation civique pour les soldats devrait être mis en place afin de renforcer le lien entre l'armée et la société civile. Cela aidera à créer une force armée plus loyale et disciplinée. Puis, un mécanisme de participation populaire pourrait être instauré. Des comités locaux seraient créés permettant aux citoyens de participer activement aux décisions politiques, en particulier dans les régions rurales. Cela garantirait que toutes les voix, y compris celles des communautés marginalisées, soient entendues. Pour finir, pour garantir une transition vers une gouvernance plus démocratique, le Burkina Faso devrait organiser des forums publics mensuels où les citoyens peuvent discuter des réformes en cours et exprimer leurs préoccupations. Le chemin vers un Burkina Faso réinventé commence ici, avec chaque citoyen qui choisit de s'engager activement dans le processus politique. La nuit de Ouagadougou restera gravée dans l'histoire du Burkina Faso, non seulement comme une épreuve de résistance, mais aussi comme un moment fondateur pour l'avenir de la nation. Ibrahim Traoré, fatigué mais résolu, se tenait devant le monument érigé en l'honneur des 7 civils tombés cette nuit-là. Leur sacrifice n'était pas celui d'un seul individu, mais d'une idée, celle que la nation appartient à son peuple et que la loyauté n'est pas un acte de soumission, mais un acte de résistance. En voyant leur nom gravé dans le marbre, Traoré se souvenait des instants qu'il avait passés avec ces hommes et femmes qui avaient donné leur vie pour quelque chose de plus grand qu'un président, quelque chose d'intangible mais puissant, la liberté et la dignité humaine. Leur sacrifice avait donné naissance à une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ce moment, plus qu'un simple symbole, marquait un tournant dans l'histoire du pays. Il rappelait à chaque citoyen que l'avenir de la nation ne dépend pas de la victoire d'un homme, mais de la solidarité et de l'engagement de chacun. Le Burkina Faso, à la croisée des chemins, est à un moment décisif de son histoire. Chaque citoyen, chaque étudiant, chaque ouvrier a désormais un rôle à jouer dans la reconstruction de la nation. Cette nuit de Ouagadougou a prouvé que même dans les moments les plus sombres, le pouvoir du peuple peut triompher. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle ère. Il est maintenant temps pour chaque Burkinabé de s'engager pleinement. Rejoignez des forums, participez aux discussions sur l'avenir du pays et exigez la transparence, l'équité et la justice. Le changement ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Chaque voix compte. Le Burkina Faso vous appartient. À vous de faire en sorte que cette vérité ne soit pas qu'une illusion, mais une réalité vivante au quotidien. Engagez-vous,
Faites entendre votre voix et soyez les gardiens de ce changement. L'histoire de Ouagadougou ne se termine pas ici. Elle commence maintenant, dans les rues, dans les foyers et dans le cœur de chaque citoyen burkinabé.